Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec un sujet pas trop prise de tête, en attendant un sujet plus long qui est en cours de préparation. Alors il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout sur internet, c'est quoi la langue la plus ancienne? Alors on va essayer plus ou moins de répondre à la question, mais on va voir que déjà c'est très difficile et qu'en plus il n'y a pas vraiment de réponse. Mais on va quand même donner une réponse. Le but de la vidéo, c'est de s'ouvrir un peu l'esprit et de montrer que ce genre de questions, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que la linguistique, avant tout, c'est une science, donc on se doit d'avoir un esprit scientifique, on doit relativiser un maximum. Mais bon, de toute façon, même en prenant toutes les pincettes possibles, quand on traite un sujet qui touche de près ou de loin au nationalisme, il y a de fortes chances que la section commentaires ce soit un asile psychiatrique à ciel ouvert. Donc on commence. Déjà, on va décortiquer les mots de la question parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc la question c'est, quelle est la langue la plus ancienne? Déjà, la langue, ça part du principe qu'il n'y en a qu'une seule. Mais bon, on va partir de ce principe nous aussi, parce que le sujet de l'origine des langues, c'est très compliqué, et en plus c'est un enchevêtrement de spéculations. Ensuite, le mot langue. Alors ça peut paraître évident comme terme, le texte il est clair, Harry. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'une langue ça évolue tout le temps. Par exemple, là en ce moment je suis en train de parler français, dans un accent plus ou moins standard européen, du 21e siècle. Mais est-ce que je parle français, ou est-ce que je parle latin moderne? Voire soyons fous, est-ce que je parle français, ou est-ce que je parle indo-européen moderne? Non, parce que les mots utilisés pour nommer les langues, c'est purement politique et culturel. Il n'y a pas vraiment de fondement scientifique là-dedans. Faisons quelques comparaisons. Par exemple, on a le chinois classique et le chinois moderne. Tous les deux s'appellent chinois. Non, mais en fait, on dit mandarin. Arrête, même en Chine, on appelle ça chinois. Bref, même s'ils ont le même nom, chinois, ça change rien au fait qu'il y a énormément de différences entre le chinois classique et le chinois moderne. Beaucoup plus qu'il y en a entre le latin et le français. Et ça, que ce soit sur la grammaire, ou encore pire, sur la prononciation. Écoute-moi ça. Chinois moderne. 张牙舞爪，健身操，祝您健康。 Chinois classique. Vous voyez, même vous entendez la différence alors que vous parlez même pas chinois. Et pour l'arabe, c'est pareil. Communément, en français, on dit l'arabe classique, l'arabe tunisien, l'arabe irakien, etc. Mais, et ça les arabes le savent très bien, il y a une grosse différence entre les dialectes arabes et l'arabe classique ou standard. Si quelqu'un parle uniquement le dialecte, il aura beaucoup de mal à comprendre l'arabe standard. Et pourtant, en français, et même dans certains pays arabophones, on dit juste arabe pour désigner le tout. Faites une expérience de pensée. Imaginez un monde où le latin continue d'être utilisé comme langue officielle des journaux, de la littérature, de la télévision, etc. Dans la vie de tous les jours en Europe, on parlerait le français, l'espagnol et l'italien, mais de la même manière que pour l'arabe, on dit arabe tunisien, arabe égyptien, arabe irakien, là on dirait pas français, italien, espagnol, on dirait latin français, latin italien et latin espagnol. Les langues, elles seraient exactement les mêmes que dans notre réalité à nous, mais le seul truc qui changerait, c'est le nom. Donc bref, pour résumer, pour que ça rentre bien dans la tête, c'est pas parce que l'ancêtre d'une langue s'appelle vieux plus le nom de la langue, que ça veut dire qu'il y a plus de proximité entre eux que quand la langue ancêtre et la langue descendante n'ont pas le même nom. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les noms de langues, parfois il y a des cas vraiment bizarres. Par exemple, il y a une ancienne langue qui s'appelle le vieux turc. Mais c'est pas l'ancêtre du turc c'est l'oghuz. Non, le vieux turc c'est l'ancêtre du vieux ouïghour. Vieux ouïghour qui n'est pas l'ancêtre du ouïghour, puisque l'ancêtre du ouïghour c'est le karakanide. Non, la langue qui descend du vieux ouïghour c'est le yougour occidental. Et le yougour oriental c'est une langue mongole qui n'a rien à voir... Bref. Une question qu'on doit se poser c'est est-ce que les locuteurs modernes d'une langue doivent comprendre les locuteurs anciens pour que ce soit considéré la même langue, ou alors on considère juste que la langue ancêtre c'est la même langue. Mais du coup, si on part du principe que la langue ancêtre et la langue descendante c'est la même langue, elles ont toutes le même âge, parce que si c'est pas une langue construite, elle n'a pas de commencement une langue. Ou alors est-ce qu'on prend les premiers écrits comme point de départ, et du coup c'est pas vraiment la langue la plus ancienne, c'est la langue dont on a les écrits les plus anciens à la limite, mais c'est tout. Un autre critère qu'on pourrait prendre en compte, mais bon là c'est purement arbitraire, c'est quand la dernière fois que la langue s'est divergée en plusieurs dialectes qui sont pas compréhensibles entre eux. Genre pour le français, dans ce critère, la date de départ ce serait à peu près le 8e siècle, puisque c'est vers ce moment-là que la langue a divergé entre français et franco-provençal. Mais bon, ça c'est quasi impossible à dater ou à attester avec certitude parfois, donc on va pas le faire. Du coup maintenant j'ai dit au début que j'allais donner la réponse. Eh ben je vais le faire, mais ce que je vais faire c'est que je vais donner plusieurs réponses, et à chaque fois je vais prendre un critère différent. Et puis tant qu'à faire, je vais faire un top 3 à chaque fois pour que ce soit un peu intéressant. Numéro 1, la langue la plus anciennement attestée à l'écrit. En top 3, nous avons l'égyptien et le sumérien qui sont à peu près ex aequo, les deux datent de la fin du 4e millénaire avant notre ère. Et juste après, on a l'akkadien vers 2600 avant notre ère. Par contre, remarquez que c'est absolument toutes des langues mortes et qu'il n'y en a aucune qui a donné un descendant qui est parlé en langue maternelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je dis attesté, c'est-à-dire ce dont on a des traces aujourd'hui. Ça se trouve, il y avait d'autres langues écrites avant, mais dont on n'a pas de traces ou qu'on n'a pas encore déchiffrées. Numéro 2, la langue la plus anciennement attestée à l'écrit, mais qui a des descendants encore aujourd'hui.
Attention, quand je dis parler, c'est en langue maternelle, hein. Il y a sûrement un gars au fin fond du Missouri qui parle l'acadien couramment, mais on va pas prendre ça en compte. Alors dans cette catégorie, il y en a beaucoup qui mettent le grec, parce qu'on a des textes en grec mycénien qui datent de 1450 avant notre ère. Sauf que le grec ancien, et par conséquent le grec moderne aussi, c'est pas des langues qui descendent directement du grec mycénien, c'est plutôt des langues d'une autre branche de la famille hellénique. Donc on va être rigoureux et on va pas prendre ça en compte. Du coup, en top 1, on peut se permettre de mettre le sanskrit védique, qui est à la fois l'ancêtre du sanskrit, et des langues indo-aryennes modernes qui sont parlées au nord du sous-continent indien. Alors techniquement, les textes qu'on a en sanskrit védique, ils datent d'à peu près la même période que le top 2, mais je le mets quand même en top 1 parce que c'était des textes qui étaient avant tout oraux avant d'être mis à l'écrit. Donc même si c'est des textes qui ont été écrits en moins 1040, ça reflète quand même la langue telle qu'elle était parlée en moins 1500. Du coup, en top 2, on a le chinois archaïque, ancêtre des langues chinoises modernes, dont on a des inscriptions religieuses qui datent de moins 1250. Puis en troisième, l'araméen avait des textes qui datent du Xe siècle avant notre ère, et dont aujourd'hui les descendants sont divisés en plusieurs dialectes. Numéro 3, les langues les plus anciennes dont on n'a pas forcément des traces, mais dont on est certain qu'elles ont existé. Mais si on n'a pas de traces, comment on peut savoir qu'elles ont existé? Alors je m'explique, comme vous le savez déjà sûrement, dans les langues il y a des familles. On regarde les points communs entre plusieurs langues, puis on les étudie en détail pour essayer d'en faire un arbre généalogique. Et parfois on essaye de reconstruire la langue hypothétique ancêtre de toutes les langues au sein d'une famille, parce que souvent on n'a pas de traces. C'est ce qu'on appelle une proto-langue. Mais attention, une proto-langue, c'est pas censé être une reconstruction complètement fidèle de la langue telle qu'elle était parlée il y a des millénaires. Parce que ça, concrètement, c'est pas possible. Par exemple, si tu prends toutes les langues latines modernes et que t'essayes de reconstruire le latin avec ça, bah ça fait pas du latin, loin de là. En fait, ça sert plutôt à mieux étudier les liens entre les langues. Bref, on sait avec quasi-certitude que les langues égyptiennes, berbères, sémitiques, couchitiques et d'autres familles font partie toutes de la grande superfamille des langues afro-asiatiques. Et donc, elles ont toutes un ancêtre commun qu'on appelle le proto-afro-asiatique. Et ce proto-afro-asiatique, on estime qu'il était parlé environ en moins 13 000. Ce qui fait donc d'elle le top 1 de cette catégorie. Ensuite, en top 2 et 3, si on prend uniquement les familles de langues qui font pas débat, dont il y a un consensus, on est sûr qu'elles sont pertinentes, bah là c'est un peu plus difficile parce qu'elles étaient quasi toutes parlées dans la même période de temps, entre moins 7000 et moins 4000. Mais disons que le plus probable, ce serait très certainement le proto-transhimalayen, qui est l'ancêtre du chinois, du tibétain, du birman et d'autres langues. Ensuite, on a le proto-nadéné, qui a donné beaucoup de langues parlées en Amérique du Nord, notamment le navajo, qui est plutôt connu. Et les deux sont à peu près à ex-aequo. Si on doit faire une date moyenne, on est à peu près vers moins 6000. Numéro 4, la langue compréhensible pour un locuteur moderne sur le laps de temps le plus ancien. Alors celui-là, il est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, on prend un mec du passé qui parle une langue X, et on le fait rencontrer un mec du présent qui parle une langue Y qui descend de la langue X. Combien d'années on peut remonter en tout avant que le locuteur moderne comprenne que dalle à ce que dit son ancêtre? Et évidemment, on va prendre en compte uniquement l'oral, parce que si on prend l'écrit en compte, bah là il y a un peu triche, parce que c'est plus ou moins facile en fonction du système d'écriture. Par exemple, pour le français, si on remonte au 19e siècle du Victor Hugo, on comprend quasiment tout. Ensuite, 18e siècle, Voltaire, c'est largement compréhensible. 17e siècle, les fables de La Fontaine, il y a quelques mots un peu compliqués, mais globalement ça se comprend. Par contre, si on remonte un peu avant, genre Renaissance et un peu après, là ça commence à être très difficile. Même à l'écrit, c'est compliqué à comprendre, alors imagine à l'oral. Donc dans ce critère, pour le français, on prendrait comme repère à peu près 17e siècle. Alors notez que ce critère-là, il est à prendre avec des pincettes parce que c'est difficile de trouver des informations sur est-ce que les locuteurs de telle langue peuvent comprendre des textes d'il y a 2000 ans. Et en plus, même quand t'en trouves, des fois dans le tas, t'as beaucoup de mythos qui sont en mode « moi je comprends tous les textes anciens, ma langue elle a jamais changé », alors qu'ils comprennent 2-3 mots à tout casser. Alors là, je vais donner le top, on est au critère numéro 4, et les 3 langues que je vais donner, elles vont faire plaisir à personne. Mais attendez au moins jusqu'au critère numéro 5 avant de faire un commentaire. Bref, le top 1 incontestable dans ce critère parmi les langues parlées en langue maternelle par beaucoup de personnes, c'est l'hébreu. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'hébreu moderne c'est juste un mélange entre du russe et de l'allemand, ou alors qu'ils ont pris des mots arabes et qu'ils les prononcent juste bizarrement. Arrêtez vos bêtises. Alors oui, l'hébreu il y a des simplifications et des emprunts, mais bon, à part la prononciation et un peu la grammaire, la majeure partie de l'hébreu moderne ça reste de l'hébreu biblique. Et du coup ça fait que même un locuteur de l'hébreu moderne, il peut comprendre la majeure partie des textes qui datent d'il y a plus de 2300 ans. Il va juste trouver que la prononciation est très différente. En deuxième, on a le grec. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la langue grecque et dedans je disais que quand l'Est de la Méditerranée s'est mis à adopter le grec en masse, la langue s'est simplifiée vers une forme qu'on appelle la koiné. Et c'est dans cette forme de la langue qu'a été écrite le Nouveau Testament. Alors la koiné à l'écrit c'est globalement compréhensible pour un grec moderne, mais à l'oral ça dépend, parce que la koiné ça date à peu près du 4e siècle avant notre ère, et à cette période-là c'était encore déjà très différent au niveau de la prononciation. Mais c'est plus à partir du 1er siècle de notre ère que la prononciation de la langue va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus proche du grec moderne. Donc on peut dire qu'un grec peut globalement comprendre sa langue sur un laps de temps de 2000 ans.
En troisième, nous avons l'arabe. Alors la majorité des arabophones parlent à la fois les dialectes arabes, qui descendent de l'arabe classique, et l'arabe standard, qui est une adaptation un peu simplifiée de l'arabe classique, avec quelques ajouts de vocabulaire moderne. Alors il faut savoir que parmi les locuteurs modernes, ils sont pas tous capables de parler l'arabe standard de manière très fluide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la majorité peut le comprendre à l'écrit et à l'oral. Globalement, l'émergence de la littérature et de la poésie arabe, il date du 5e siècle de notre ère, et le catalogue de la poésie classique arabe, il est à peu près dans cette période de temps entre le 5e et le 7e siècle. Et là, on est déjà dans une forme d'arabe telle qu'elle est déjà très proche de l'arabe classique, et donc de l'arabe moderne, et donc elle est compréhensible par la majorité des locuteurs de l'arabe standard. Donc on peut dire qu'un arabophone moderne peut comprendre un arabe d'il y a 1500 ans sans grosses difficultés. Et d'ailleurs, les études récentes tendent à démontrer que on peut remonter beaucoup plus loin en vrai. Donc on a dit l'hébreu, le grec et l'arabe. Mais on peut considérer que l'hébreu et l'arabe, c'est quand même un peu de la triche. Déjà parce que l'hébreu, c'est une langue qui a été éteinte en langue maternelle il y a 1800 ans et qui a été revitalisée il y a seulement un siècle. Et en plus de ça, l'hébreu moderne, il se base sur des formes de la langue telles qu'elles étaient parlées il y a bien plus longtemps que 1800 ans. Quant à l'arabe, en vrai, c'est les locuteurs de l'arabe standard qui comptent dans ce classement, mais techniquement, c'est la langue maternelle de personne. Comme j'ai dit, si on prend un arabe qui parle uniquement un dialecte et qui connaît pas l'arabe classique ou l'arabe standard, il pourra pas comprendre une personne d'il y a 1500 ans. Donc en numéro 5, même critère que pour le numéro 4, la langue compréhensible par un locuteur moderne sur le laps de temps le plus long, mais à la condition que ce soit une langue qui était une langue maternelle durant tout ce laps de temps. Alors sous ce critère, le grec passe en premier, et en deuxième, on a le persan. Si on prend un locuteur du persan moderne, même s'il n'est pas forcément très éduqué, si on lui fait écouter des œuvres de Ferdowsi d'il y a 1000 ans, il comprend le sens global. Et en troisième, nous avons l'islandais, notamment en raison d'une politique de purisme linguistique. C'est-à-dire que la langue est très conservatrice et un islandais moderne peut globalement comprendre les sagas islandaises du XIIe et du XIIIe siècle. Mais là aussi, n'oubliez pas que c'est assez difficile à déterminer, et comme le numéro 4, le numéro 5 est à prendre avec des pincettes. D'autant plus que c'est assez difficile de déterminer c'est quoi la langue la plus conservatrice, parce que des fois tu vas avoir des langues qui changent beaucoup au niveau de la grammaire, mais les sons restent les mêmes, ou parfois le vocabulaire change énormément, mais la grammaire reste très stable, etc. C'est-à-dire qu'une langue elle est quasiment jamais conservatrice sur tous les points en même temps. Avant de faire la conclusion, quelques mentions honorables sur des langues que j'ai trouvées dans des classements sur internet. Le tamoul, c'est une langue dravidienne du sud de l'Inde et du Sri Lanka. On la trouve dans énormément de classements de langues la plus ancienne, mais je vais expliquer pourquoi elle rentre dans aucun des critères que j'ai donnés. Déjà, pour ce qui est des textes les plus anciens, ils datent d'environ moins 200. Ensuite, pour ce qui est de la compréhension sur un laps de temps long, on est dans une situation un peu similaire à l'arabe, c'est-à-dire que le tamoul littéraire est très différent du tamoul parlé dans la vie de tous les jours. Mais là où l'arabe moderne c'est très proche de l'arabe classique sur quasiment tous les points, le tamoul moderne c'est plus qu'on a pris les points de grammaire du XIIIe siècle et qu'on a rajouté la prononciation moderne et les mots de vocabulaire de maintenant. Et ça fait que même si la majorité des tamouls comprennent le tamoul littéraire, ils pourraient pas forcément comprendre un vrai tamoul du XIIIe siècle avec ses mots et sa prononciation d'époque. Ensuite, on a le basque qui est souvent cité parce que effectivement c'est la langue parlée la plus ancienne d'Europe, mais pas du monde. En fait, le basque c'est la dernière descendante des langues qui étaient parlées en Europe avant l'arrivée des Indo-Européens et des Finno-Ougriens. Mais sinon, les plus vieilles traces qu'on a, elles datent du 1er siècle avant notre ère et sous une forme très différente du basque moderne. Ensuite, on a le lituanien qui est inclus parce que c'est la langue indo-européenne la plus conservatrice, c'est-à-dire celle qui partage le plus de points communs avec le proto-indo-européen en gros. Mais évidemment, pour un lituanien, ce serait impossible de comprendre du proto-indo-européen si on savait à quoi ça ressemble. On peut dire dans un sens que c'est plus celle qui a le moins divergé que celle qui a le plus conservé. Donc maintenant, si on fait un résumé et par ordre d'ancienneté, les nominés sont, pour la langue prouvée la plus ancienne, le proto-afro-asiatique. Pour la langue la plus anciennement attestée à l'écrit, le sumérien. La langue la plus anciennement attestée à l'écrit ayant des descendants, le sanskrit védique. Et pour finir, la langue avec la plus forte continuité intelligible, du moins celle dont on peut le prouver avec certitude, le grec. Et donc le grand gagnant de cette compétition, la langue la plus ancienne du monde est... l'albanais. Félicitations, on applaudit l'albanais. Merci aux autres d'avoir participé, vous pourrez retenter le siècle prochain.